commencer. Est-ce que tu as besoin d'un clap? Non. On est passé outre les claps. Très bien. On va voir tout le monde, je pense, donc on va commencer. Petit disclaimer, avant de commencer. J'ai menti sur la description. J'avais dit que ce serait pas trop tech. En fait, ce sera quand même pas mal tech. J'ai pas le choix de vous montrer du code et de... Alors, ce sera pour tout le monde, mais j'ai pas le choix de vous montrer du code. Je l'ai fait 6-7 fois, ce talk. Et en fait, à chaque fois, j'enlève des trucs, je remets des trucs. Et en fait... c'est compliqué de pas mettre de tech et pas mettre de code. Donc il y aura du IntelliJ, il y aura du code, il y aura des explications. On essaiera de pas trop rentrer dedans, histoire de garder un peu tout le monde. Mais voilà, pour que tout le monde soit intéressé, il y aura un peu de talk. Et ben on est parti. J'ai pas le timer, juste si quelqu'un peut prendre l'heure et au bout d'une heure me faire des grands signes, genre, enfin à 50 minutes vous me faites des grands signes en mode attention, tu dépasses. Parce que j'ai pas tout bien préparé. Donc aujourd'hui on va parler de Rust, et pas spécialement sur l'apprentissage, mais plus sur pourquoi est-ce qu'on pourrait envisager de faire du Rust, qu'est-ce qui pourrait nous motiver à l'apprendre, et un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde de Rust. Donc dans ce qu'on va voir, on va un peu parler des objectifs de pourquoi Rust a été créé, un peu quelques détails techniques, on va faire des comparaisons avec des langages, donc principalement C++ et Java pour voir les avantages qu'on a en Rust, et les désavantages aussi. Toutes les caractéristiques principales, ça va être ce qui fait que Rust et Rust, tous les intérêts, comment ça marche, et pourquoi on s'y intéresse. On verra un petit peu aussi, va falloir s'intéresser aux défauts. Le but, c'est pas de juste vous dire que Rust c'est trop bien. Le but, c'est de voir vraiment, avoir une vraie réflexion sur est-ce qu'on peut mettre Rust là où on est. Donc pour ça, faut voir tout ce qui va pas dans Rust, parce qu'il y a pas mal de trucs qui déconnent un peu. Notamment l'apprentissage qui est un peu compliqué, mais ça... c'est un truc qu'on retrouve souvent. Et à la fin, on essaiera de faire un truc un peu plus léger sur le futur de Rust, avec qu'est-ce qui nous arrive dessus plus tard. Est-ce que c'est un truc qui va rester, ou est-ce que ça va mourir dans 6 mois? Bon, c'est pas un framework JS, donc normalement ça devrait aller. Qu'est-ce que je dis? Il y a des cas partout, c'est le bordel. Qu'est-ce que je dis? Dans les objectifs et détails du langage. Donc au début, ça a été créé par Mozilla, enfin la fondation Mozilla, pour faire la programmation système. Donc par programmation système, on entend souvent plutôt tout ce qui est assez bas niveau, tout là où on se soucie surtout du runtime, à savoir avoir une empreinte mémoire assez faible et surtout avoir un proc qui tabasse pas trop. On a besoin d'aller vite. Sachant que Mozilla, par exemple, l'utilise principalement sur Servo, SERVO, qui est leur prochain navigateur, qui est en cours de... complètement en Rust, mais qui est en cours, donc ça va prendre encore pas mal de temps, mais... eux, c'est là-dessus qu'ils utilisent principalement. Dans les détails techniques, histoire de lancer ça directement, c'est un langage qui est compilé, donc on n'a pas de bytecode, il n'y a pas de JVM, ça tourne directement bare metal sur la machine. Il n'y a pas de garbage collector à la Java ou Go, ce qui est plutôt cool, puisque ça veut dire que ça peut nous permettre de mieux gérer la mémoire, d'aller plus vite et de pas avoir... L'un des problèmes qu'on retrouve souvent sur garbage collector, c'est quand il y a trop à faire, il prend énormément de CPU d'un coup, et là ça freeze votre application, le temps qu'il libère la mémoire. Donc on va être plus sur du langage compilé, par garbage collector un peu à la C++. Mais, c'est pas chiant, on n'a pas à gérer toute la mémoire à la main, comme on faisait en C avec des malloc ou autres. On n'a pas non plus besoin de faire rajouter tous les destroy comme en C++. C'est le compilateur qui gère tout. C'est le compilateur qui va rajouter tout ça à la compilation, forcément. Mais voilà, c'est le compilateur qui gère tout, ça implique juste qu'on a des règles de compilation un peu plus fortes, et un compilateur un peu plus agressif. Dans le bon sens, évidemment. Le pourquoi il a été fait le langage, c'est aussi avoir un truc memory safe. Alors, il y a des trucs que je mets entre guillemets, parce que c'est souvent les arguments marketing de Rust, du coup j'ai repris exactement les mêmes termes. L'idée du langage memory safe, c'est qu'on n'a pas de problème sur la gestion de la mémoire, à savoir, par exemple du data race, où vous avez deux threads qui accèdent au même endroit de la mémoire, et qui essaient de taper dessus en même temps. Donc pas de segmentation fault ou autre. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-dessus? Il y a des études, côté Microsoft notamment, qui montrent que 70% des failles de sécurité sont liées à la gestion mémoire. Et c'est là où il y a un impact fort, et c'est pourquoi Microsoft s'intéresse à Rust, c'est que ça permet de vraiment réduire tout ce type d'erreurs. Enfin, les erreurs de mémoire, ça les détruit complètement, il n'y en a plus, et ça pourrait du coup, au niveau sécurité, avoir des gros enjeux. Pareil, leur thème Fearless Concurrency, qu'on retrouve un peu partout, c'est l'idée de pouvoir faire du multithreading, et que le fait qu'il n'y ait pas de collision entre les threads, ce soit vérifié à la compilation. Donc c'est un peu plus chiant pour faire compiler votre programme. Par contre, une fois que vous compilez, vous savez que ça marche. Mais ça veut dire que la compilation est plus chiante. On a des systèmes de type un peu plus élaborés, qu'on retrouve à droite à gauche. Donc surtout le typage statique. Tout est résolu à la compilation, encore une fois. Vous pouvez pas avoir de trucs comme en Java où on verra au runtime ce que tu me files et après on avise.
c'est du typage statique. Après, vous avez aussi de l'inférence de type pour avoir des trucs un peu à la cool, comme avec var ou auto dans Java C++. Et un système de type qui fait qu'il n'y a pas de null pointer exception non plus. Ça, c'est impossible. Donc on verra un peu plus en détail tout à l'heure comment ça marche. C'est un langage qui est impératif, mais c'est aussi un langage qui est assez jeune. Du coup, on a quand même tous les éléments un peu de programmation fonctionnelle qui sont là. En Java, vous avez tout ce qui est lambda ou autre. Là, c'est pareil. Ça s'appelle différemment, ça s'écrit un peu différemment, mais il y a la même chose. Vous avez aussi des itérators qui sont la même chose que les streams Java, donc ou pareil en JS. Donc vous pouvez sur une liste quand même avoir vos map, filter, reduce ou collect en Java. Voilà. Donc, même si on est très bas niveau, on a quand même un gros niveau d'abstraction. Le gros avantage, c'est que toute l'abstraction, à la compilation, elle dégage, c'est poubelle, et vous avez du code propre, écrit et rapide. Des petites comparaisons avant de rattaquer. Par rapport à Java, on a donc l'avantage, c'est ce que je disais, de ne pas avoir de JVM, pas de pose du garbage collector, on utilise moins de mémoire. Les abstractions, comme je disais, en fait, elles sont à la compilation, elles disparaissent. On verra ça sur les génériques juste après. Donc pas de problème sur le multithreading. On a du pattern matching qui est un peu du sucre syntaxique. On verra un peu à côté. Le null pointer, j'en ai parlé. Il n'y a plus de null pointer. Ça, on en voit beaucoup, surtout dans nos codes chez certains clients. Et l'un des gros avantages, c'est que on reverra plus en détail sur le tooling, mais vous avez un système de build qui est unique. Quand vous installez Rust sur votre environnement de dev, vous avez directement tous les outils, et notamment les outils de build. Un truc qui s'appelle Cargo, enfin le compilateur Rust, et les trucs de build style Cargo. L'avantage, c'est que par rapport à Java, vous n'avez pas à avoir un Maven ou un Ant ou Gradle ou autre. Vous avez un truc qui est là par défaut et que tout le monde utilise. Et qui sert aussi à faire tout ce qui est management, enfin, dependency management, à gérer vos dépendances. Donc c'est ce qui vous sert à récupérer toutes les librairies et à compiler. Et tout le monde utilise la même chose. Donc par rapport à C++, on va retrouver un peu la même chose. L'idée, c'est surtout de gérer la mémoire proprement, d'avoir un système de type un peu plus propre aussi, où vous n'avez pas des void pointers à droite à gauche qui pointent sur on sait pas quoi. Voilà, ça c'était pour faire un petit tour. Si on fait juste un résumé en gros de quasiment même du talk en entier, Rust c'est pour faire des trucs qui vont vite, où il n'y a pas de problème de mémoire, on peut faire du multithreading, mais c'est un peu plus dur à apprendre. Dans l'idée, on a des trucs un peu plus modernes en Rust. Je parlais des lambda vite fait, donc je vous ai remis comment ça se met en Java. Normalement, j'ai paumé personne. Ça s'appelle des closures en Rust et ça s'écrit juste comme ça. Vous avez juste des pipes à la place. Ça s'écrit plutôt bien. On reste sur un coût d'abstraction assez élevé. Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir de null pointer, qui est l'une des erreurs les plus récurrentes dans beaucoup de langages. On a des énumérations qui sont génériques, dont une énumération qu'on appelle option. Et une option, il n'y a que deux valeurs, somme et none. Donc soit vous avez rien du tout, et vous renvoyez none, soit vous envoyez somme de quelque chose. Donc ça c'est un générique, vous mettez le type que vous voulez, selon ce que vous avez besoin. L'avantage c'est que dès que vous avez une fonction qui peut renvoyer quelque chose ou rien, bah, vous utilisez une option. On va voir juste après comment est-ce que ça s'utilise. Mais il y a la même chose pour la gestion d'erreurs, qui est bien foutue aussi, où quand votre programme peut renvoyer une erreur, ou si vous voulez qu'il renvoie une erreur, dans votre fonction, vous avez le choix entre renvoyer deux valeurs d'énum, un OK avec la valeur que vous voulez renvoyer, ou un R avec l'erreur avec. Donc comment est-ce que ça s'utilise là, il y a pas mal de trucs sur une seule ligne, donc on va prendre un peu de temps. Il y a du pattern matching, il y a l'utilisation de closure et la gestion des options. On prend que la partie droite, je sais pas si on voit mes sous sur le truc, yes. On prend que la partie droite pour le moment. Là, du coup, c'est simple, on a un vecteur dans lequel on veut rechercher le premier entier qui est supérieur ou égal à 42. Donc on passe notre closure comme on a vu. Et cette méthode, par définition, elle peut ne renvoyer rien du tout. Donc elle renvoie une option, qui est du coup soit somme, soit none. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est quelque chose? On peut faire ce qu'on appelle un if let, donc c'est à la fois une déclaration et en même temps un if, et c'est là où on a du pattern matching. On dit, si jamais j'ai quelque chose, enfin j'ai un somme de quelque chose, entre la gauche et la droite, je veux que dans les deux cas, j'ai un somme de quelque chose. Et ce que je récupère, c'est le quelque chose. Donc ici, je l'ai appelé value, et donc je rentre dans mon if seulement si c'est un somme, et je peux utiliser directement value. J'ai plus mon enum, j'ai plus mon option, j'ai directement ma valeur. Donc si c'était 43, j'ai 43. Ça permet, sur une seule ligne, d'avoir un appel de fonction, sur lequel on passe une closure, en même temps faire une déclaration de variable, et checker si c'est pas nul. Et on a tout ça sur, finalement, assez peu de caractères.
Celle-là, on la vire, elle pique un peu. J'ai oublié de la supprimer tout à l'heure. Vite fait sur tout ce qui était générique et abstraction, normalement tout le monde connaît à peu près, ça devrait aller vite, c'est les templates Java et C++. Si vous avez une structure qui est par exemple un point qui est générique sur T, vous pouvez mettre plusieurs choses, donc soit des entiers, soit des floats dedans. Je reviens dessus, pourquoi? Pour dire que à la compilation, par contre, tout ça, ça disparaît, et vous avez juste deux implémentations de ma structure point, une avec des integers et une avec des floats. Donc ce que ça fait, c'est que par contre, le binaire que vous générez, il est un peu plus grand, selon tous les génériques que vous utilisez. Par contre, vous n'avez plus de notion d'abstraction, et du coup, ça reste performant. Dans les trucs un peu cool qu'on retrouve aussi, il y a les tests et la documentation. On reviendra dessus plus tard, mais sur les tests, ça se fait aussi simplement. Pour ceux qui font du Java, vous connaissez le @test. Là, c'est pareil, sauf que c'est une macro. Vous avez juste le dièse et crochet ou parenthèse carrée pour ceux qui préfèrent. Je dis ça parce que j'ai remis juste devant. Et le test. Pareil, vous avez par défaut le assert equal qui existe. Vous n'avez pas libré ou autre. Bon, c'est un exemple un peu à la con, mais peu importe. Et derrière, vous pouvez faire la même chose, mais directement dans la documentation. Tout ce qui est avec triple slash, c'est une documentation qui sera en Markdown, d'où, je sais pas comment ça s'appelle, mais le triple machin là. Yes. Et du coup, sur une fonction, pareil, un peu tout bête, où on rajoute juste un +1, vous pouvez mettre un assert equal, et ça, dès que vous générez votre documentation, ça jouera les tests. Donc ça compile tout, et ça joue votre test qui est dans votre documentation. Ça peut vous impliquer un peu plus à mettre à jour votre doc quand vous modifiez du code. Puisque votre doc passera plus, puisque votre test passe plus. Oui, plutôt que d'avoir des tests qui passent pas, on a de la doc qui passe pas. Mais globalement, c'est pas si souvent que ça à utiliser, c'est plus pour mettre des exemples en général qu'on met du code là. Enfin, on verra tout à l'heure d'ailleurs. J'ai débilitéré pas mal de trucs. Là, on va ralentir. On va être sur le truc le plus important en reste. Alors là, pareil, du coup, c'est encore quelques slides qui sont un peu tech. Tout ce qui est un peu plus général, on voit à la fin, tout ce qui est utilisation, qui est-ce qui l'utilise, machin. J'ai tout calé à la fin. Mais on parle souvent du fait que Rust soit un peu compliqué à apprendre. Il y a une notion qui est ultra importante, c'est l'ownership. Et c'est en fait la façon de gérer la mémoire. Alors, j'avais fait un Tech Friday sur la gestion mémoire. On va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais juste quand même donner 2-3 points sur comment ça marche. Je vous ai refait un copier-coller de la doc, parce que j'arrête pas de dire qu'il faut aller lire la doc, mais je vous connais, vous allez pas le faire, donc je vous l'ai copier-coller. Comment ça se passe? Si je crée une variable, genre un string, toute la valeur elle va être sur la heap, et j'ai juste ma variable qui du coup a un pointeur dessus. Chaque valeur a une variable, et ce qu'on appelle un owner, un possesseur. Ça c'est la première règle. Deuxième règle, il peut y avoir qu'un possesseur, vous pouvez pas avoir deux variables qui pointent vers la même donnée, ça c'est interdit. Vous avez la possibilité d'avoir des références, mais c'est autre chose. Et surtout, le truc important, c'est que quand une variable, elle sort du scope, donc à la fin de la fonction, vous l'avez déclarée, elle s'occupe elle-même de détruire toutes les valeurs qu'elle avait, donc tout le string. C'est ce qui fait qu'on évite d'avoir des pointeurs vers de la donnée qui n'existe plus, ou juste de la donnée qui traîne à droite à gauche. On va vite voir ce que ça donne sur un code à nous, et ce que ça implique. Ça va, fond de l'amphi, vous voyez bien hein. Yes, c'est ok, cool. Pareil, c'est un exemple un peu tout bête. Pareil, il est pris de la doc, hein. J'ai fait des copier-coller ça, vous m'excuserez, ou pas. Dans une fonction main, on déclare une variable de type string, on appelle hello, parce qu'on est très original, et derrière je fais, bah tiens, moi j'ai une fonction qui s'occupe d'afficher à l'écran tous mes trucs. Donc je la passe, là elle s'appelle text ownership, parce que justement, on lui file la variable directement. Donc quand j'arrive là, j'ai une variable qui arrive dans le scope, qui s'appelle SomeString de type string, je la print, et là elle sort du scope. Donc d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est SomeString qui contient qu'à la valeur, à partir de là, ma variable elle est détruite, elle n'existe plus. Ce qui peut être un peu chiant, parce que si moi j'arrive ici, et que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben, j'ai envie de rajouter des trucs, genre bonjour, hello bonjour, ou bonjour, parce que je sais pas taper. Jusque là ça passe, sauf que le compilateur va m'engueuler parce que j'ai pas le faire. Il va m'engueuler sur un truc avant, je le tape d'abord. En Rust, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a en C, C++. Par défaut, tout est constant, et si vous voulez modifier une valeur, vous êtes obligé de lui dire qu'elle est mutable. Donc ça évite d'avoir des finals partout en Java, par exemple. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai passé
J'ai passé ma variable à une fonction et j'essaie de la réutiliser. Donc là, normalement, on se fait insulter par le compilateur, mais il met des couleurs, quand même plutôt sympa. L'avantage, c'est qu'il est aussi assez verbeux. Je lui dis, bah non, là, donc un problème sur le borrow, je rentre pas dans les détails, sur la valeur S. L'avantage, c'est qu'il est assez cool, il vous dit, bah, cette valeur-là, il y a un move parce qu'elle n'est pas de type copy, mais ça on verra tout à l'heure. Elle a été donnée à quelqu'un d'autre ici, et tu as essayé de l'utiliser ici. Relativement verbeux. Et surtout, il vous fait, bah tiens, si vous voulez plus de détails, vous pouvez taper ça. Et si vous le testez, il vous met beaucoup de docs, je la passe un peu vite. Il vous file directement plein de docs, et il vous file un lien vers la doc officielle. Celle que je vous ai demandé de lire, sur l'ownership, qui est ultra importante. Donc on a un compilateur quand même assez cool, enfin assez cool. Il vous insulte de façon un peu verbeuse, mais c'est quand même relativement sympa. Et j'ai pourri ma console. Tout va bien. Mais voilà, quand vous faites une connerie, il vous dit, bah attends, vas-y, pose-toi, je t'amène un café, je t'amène la doc, on va lire ça tranquille. Mais si... ça a l'air assez contraignant, parce que si je passe une variable à une fonction, je peux pas l'utiliser derrière, ça a l'air relou. Mais en fait, non, c'est juste qu'il faut passer une référence, vous pouvez dire, bah... c'est là où on a le concept de borrowing, où vous dites, bah, cette variable-là, elle est à moi, mais je te la prête. Par contre, tu me la rends. Tu déconnes pas. Tu la détruis pas. Et là, quand c'est une référence, effectivement, à la fin du scope, on la détruit pas et on la récupère tranquillement. Donc l'ownership et le borrowing, c'est pour ça que j'insiste un peu dessus. C'est tout con, c'est pas très compliqué, mais c'est le truc sur lequel les gens butent le plus quand ils commencent sur Rust. Notamment parce qu'ils lisent pas la doc. On reparlera peut-être avec Jérémy, Tristan et peut-être François qui avait fait du Rust. C'est un truc qui... Là, c'est des exemples à la con, mais ça peut vite être assez chiant. Enfin, il y a vite beaucoup de règles à droite à gauche. Et sinon, sur des types plus simples, genre juste des 32, donc des entiers, quand vous le passez, et de la doc, on verra après, même si cette variable-là, elle sort du scope, c'est pas détruit. Pourquoi ? Parce que X c'est un entier, et c'est ce qu'on appelle le type copy, c'est surtout que c'est que sur la stack. Ça prend pas beaucoup de place, donc c'est pas sur la heap dans la mémoire. Je refais pas un cours, mais normalement, vous savez qu'il y a la stack et la heap. Et sur la stack, c'est que des trucs de type défini, et la heap, c'est des trucs qui peuvent grandir. Donc tout ce qui est directement sur la stack, vous pouvez, quand vous le passez, c'est directement copié. Alors que quand c'est un truc qui est sur la heap, ça copie ce qui est la partie sur la stack, donc le pointeur, vers votre nouvelle stack, et après ça invalide la stack sur laquelle vous êtes. Tout le fait que j'ai pas le droit d'utiliser derrière. Je dégage juste mes trucs parce que on revient tout à l'heure sur ces exemples-là, mais pour voir tout ce qui est documentation et pas mal de tooling plutôt cool. J'aurais pu faire tout en même temps, mais c'est pas ce qui se passe. Ok, fin des démos. Jusqu'à la prochaine. Multithreading, là je vous demande de pas lire, s'il vous plaît, lisez pas, sinon vous allez rien comprendre. C'est pas grave. L'idée c'est que des fois on a besoin de passer des variables dans des threads, et l'avantage du système de type de Rust, c'est que vous avez plusieurs trucs. Vous avez le RC et le ARC, ou l'ARC, vous l'appelez comme vous voulez. L'idée c'est que c'est des compteurs de références. Donc vous avez une variable et vous comptez les références que vous avez dessus, et une fois que toutes les références meurent, vous pouvez détruire votre variable. Par définition, celles-là elles sont soit thread safe ou pas thread safe, donc atomique ou pas atomique. Et du coup, dès que j'ai un truc sur lequel je pointe via un RC, si j'essaie de le passer dans un thread, il va me dire bah non, ça c'est mort, par définition, je sais que c'est pas thread safe, je te laisse pas le faire. L'arc c'est l'inverse, il veut dire bah ça ok, le type est thread safe, donc je te laisse faire. Et dernier exemple, je sais plus ce que c'est, on va le lire ensemble. Je crée une variable mutable qui est un vecteur, j'essaie de le passer. Ah, et j'essaie de le réutiliser. Oui, bah non, ça c'est... il n'y a pas le droit non plus. Si vous le passez forcément à un autre thread, c'est pareil, il récupère l'ownership et vous pouvez pas l'utiliser derrière. Du coup, il va vous insulter aussi en allemand. Pas sympa, les mecs. Vous n'avez pas d'état un peu caché. Ça revient du coup sur tout ce qui est option. C'est ce que je disais tout à l'heure, si vous faites un find, il vous renvoie une option, vous pouvez pas utiliser directement le type, vous êtes obligé de faire soit un iflet, soit faire un match, c'est l'équivalent du switch en Java, on va le voir juste après. Pareil pour les erreurs, si vous essayez de parser, enfin d'utiliser la fonction parse sur une chaîne de caractères, il va vous dire si oui ou non, soit c'est une erreur, soit c'est directement en entier, mais vous récupérez un résultat, vous récupérez pas directement de valeur. Du coup, comment je récupère ma valeur? Je mets un point d'interrogation. C'est con ça. Avec le point d'interrogation, soit si c'est une erreur, je renvoie l'erreur, donc à la fonction, soit il me récupère directement la variable. Donc c'est un sucre syntaxique, mais ça fait un peu magique.
Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? En vrai, quand il le parse, je récupère parse value, c'est peut-être pas bien nommé, mais je récupère un résultat. Et derrière, je peux faire un match, donc c'est le switch Java, où soit j'ai un OK de number, et du coup après je peux dire je renvoie le number, soit c'est un erreur, et je dis je renvoie une erreur complète. Alors le return, c'est pour retourner de toute la fonction, et si vous mettez juste rien, ça a un renvoi, mais de l'expression courante. En Rust, tout est une expression. Un if, c'est une expression. Un match, donc un switch, c'est une expression. C'est-à-dire que ça renvoie une valeur. Vous pouvez avoir sur la même ligne la déclaration et l'assignation d'une variable à partir d'un switch ou d'un if. C'est juste du sucre syntaxique, mais c'est quand même sympa de l'avoir. Alors, pareil, sur le contrôle très bas niveau, on va passer peut-être un peu vite, parce que c'est pas super intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais on va paumer du monde. L'avantage de faire du très bas niveau, c'est que vous n'avez pas le problème de garbage collector, j'ai déjà dit, vous n'avez pas les problèmes de... Enfin, vous avez une empreinte mémoire beaucoup plus faible, c'est ce qu'on a vu notamment avec Jérémy sur le Maxbot, qui prend pas beaucoup de mémoire, pareil sur un peu tout ce qui est serveur ou autre qu'on a pu mettre en place, ça ne mange pas beaucoup de mémoire. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de trucs au niveau, mais vous avez quand même accès aux API des OS sur lesquels vous êtes, pour faire des forks, des execs ou autres. Vous pouvez faire tourner ça sur des systèmes qui n'ont pas d'OS, pour ceux qui font de l'embarqué, parce que le compilateur, c'est même... J'ai pas dit tout à l'heure. Le compilateur, c'est même que C++, c'est du LLVM, donc vous pouvez avoir en target, c'est exactement la même chose. Avoir en cible de compilation, chercher target, mais ouais. Le FreeFFI, on revient un tout petit peu dessus tout à l'heure. L'idée, c'est que depuis Rust, vous pouvez appeler du C, depuis C, vous pouvez appeler du Rust, et niveau perf, ça coûte absolument rien, puisque de façon compilée, c'est pareil. Vous pouvez aussi appeler du Python, du Java, du Go, enfin pas du Go, parce qu'il faut pas déconner, mais... sur la stack à la heap, on s'en fout, mais en gros, vous avez le choix. Vous pouvez dire que votre entier il est sur la stack ou sur la heap, pareil sur plein d'autres types. Hop, voilà. Bien, j'ai spoilé. Il y a un autre truc qu'on entend parler souvent quand on fait du très bas niveau, c'est la notion de safety, et du coup, ils ont quand même rajouté un truc dans Rust qui s'appelle le unsafe Rust. Le crabe, c'est parce que c'est l'icône un peu de Rust. Tout ce qui est dans le unsafe, c'est quand même soumis à toutes les règles qui existent en Rust, donc vous avez comme l'ownership, vous avez comme le borrowing. Par contre, ce que ça vous laisse faire, c'est avoir des pointeurs, gérer manuellement des pointeurs. Dire à cette adresse-là, on va le voir juste après, vite fait, je dis par exemple, l'adresse mémoire B8000, je sais que moi j'ai accès aux 80 x 24 octets prochains. Et ça, c'est dans du code qui est marqué unsafe. Si vous dites au compilateur, je jure sur l'honneur que j'ai le droit et qu'il n'y a personne d'autre qui y touche. Donc si ça plante, c'est de votre faute, vous vous démerdez. Mais il va vous dire que c'est dans du code unsafe. Là par exemple, cette empreinte mémoire là, c'est juste pour écrire sur une sortie vidéo. Pour ceux qui font de l'embarqué ou autre, vous avez peut-être déjà vu ça. Et l'avantage de ça, c'est que dès que vous sortez du code unsafe, vous retrouvez absolument toutes les mêmes règles, à savoir que vous n'avez pas le droit de dire ce pointeur là, je regarde la valeur qu'elle a. Ça c'est interdit, c'est pas dans du code unsafe, donc il vous laisse pas faire. Voilà, c'est pour dire je fais des conneries mais j'assume. Et du coup, l'avantage, c'est que partout où vous avez des problèmes de mémoire, vous savez que c'est dans du code unsafe à vous ou autre. Ça sert aussi à autre chose, ça sert à appeler du code C, ou Python ou autre, puisque le compilateur il peut pas garantir que niveau mémoire c'est safe, donc si vous appelez du code d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Pour ceux qui vont lire les slides, c'est comme ça qu'on appelle du code C, ou que du code C appelle du code Rust, je reviens pas dessus. Niveau compatibilité, niveau truc cool, il y a du WebAssembly. Alors là, je sais pas si on a déjà tester un peu le WebAssembly, ça permet dans votre navigateur, depuis le JS, d'appeler des programmes autres, donc typiquement C, C++ ou Rust, mais qui sont directement compilés un peu en assembleur, mais exécutés depuis votre navigateur. L'avantage, c'est que depuis le JS, vous appelez votre code Rust, et depuis le Rust, vous pouvez rappeler des trucs JS pour interagir. L'idée, c'est qu'en Rust, il y a énormément de gens qui taffent dessus, il y a beaucoup de tooling dessus. On est au point où, quand vous faites un code Rust, vous pouvez générer un package npm dessus et être récupéré par n'importe quel librairie. J'ai testé un peu, effectivement, ça se fait très vite. Le WebAssembly, vous avez vite votre code qui tourne dans un navigateur. Alors je l'ai vu surtout utilisé sur un peu de jeux vidéo, où des gens font des petits jeux et après l'importent directement dans le navigateur via le WebAssembly. Je rentre pas trop dedans parce que WebAssembly ça mériterait un talk à lui tout seul. Après le fait ouais, j'avais mis le truc sur les traditional tools, mais c'est en gros, vu que c'est du code C compilé, vous pouvez avoir tous vos profilers ou autres qui marchent directement. Mais peu importe. L'avantage de Rust, c'est quand même qu'on a du tooling, qui est quand même assez cool. Je parle du dependency management.
De toute façon, on va tout voir au fur et à mesure. Comment ça se passe la gestion de dépendance? Vous avez un cargo.toml, ou pareil, comme pour ceux qui ont fait du package.json ou autre, vous avez vos dépendances, c'est vos dépendances de dev. Ça suit forcément le semver, ça c'est obligatoire. Pourquoi? L'idée c'est que quand vous dites que vous voulez 1.3.3, si jamais elle n'est pas dispo, il va être complètement ok pour aller vous chercher une 1.3.4. Pareil, si vous voulez une 1.2 et qu'elle n'est pas dispo, bah, il va tranquillement vous prendre une 1.3, lui ça lui va très bien. Donc c'est sur les versions patch et mineurs, il va aller chercher. Sur les breaking change, il y va pas. Mais voilà, si jamais c'est des trucs qui n'existent plus, il va vous tranquillement faire des updates. Sinon rien de spécial, c'est ce que vous retrouvez partout. NPM, Node et Deno sont basés sur Rust, du coup c'est un peu le même système. Je suis allé en arrière, je ne comprenais pas. Ok, en tooling, leur but aussi dans Rust c'était que l'expérience développeur soit plutôt cool. Ça fait qu'au début, vous avez directement tout. Vous avez votre formateur, donc pour remettre le code proprement, le générateur de doc et un linter pour pouvoir mettre tout ça correctement. Après, vous avez les Rust Analyzer, mais là, c'est vraiment juste l'IDE qui fait votre analyse, comme d'habitude, comme vous retrouvez partout. J'entrerai pas trop dessus, puisque moi, j'ai celui d'IntelliJ qui est très bien. Il y a la même chose sur Visual Code, sur NeoVim ou autre, utilisez ce que vous voulez. Ça se fait très bien. Mais du coup, it is redemo time. Par exemple, j'ai envie d'écrire n'importe comment, parce que je suis un connard, et je fais n'importe quoi. L'avantage, un des problèmes qu'on retrouve un peu partout, souvent, c'est que le truc de format, ça dépend de l'idée sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur IntelliJ, si vous êtes sur Eclipse, vous avez un formatage qui est un peu différent, notamment sur les imports ou autres. Là, l'avantage, c'est que c'est un outil directement embarqué, et du coup, si je fais mon cargo FMT, il me remet tout directement. Et ça, c'est un fichier qui est à la base de vos sources. Si vous voulez le modifier, vous pouvez le tweaker comme vous voulez, mais c'est un outil qui est là dès le début. Il vous fait tout votre formatage. Par exemple, si vous avez envie de participer sur le Maxbot et que vous écrivez n'importe quoi, le formateur il va vous remettre carré. Ce qui est plutôt cool, ça évite d'avoir des MR un peu dégueulasses. La doc, je reviens dessus juste après, et Clippy qui est assez cool. Là normalement d'ailleurs il devrait il y a un truc, c'est un linter qui va vous donner plein de conseils. Là par exemple, il m'insulte un peu directement, il me dit bah non par contre tu as déclaré comme mutable, par contre bah tu le changes jamais en fait, donc ça sert à rien, donc bah tu dégages ça ou t'as un warning constamment. Donc on va faire parce que sinon il va me retrouver dans une ruelle sombre et ça va mal se passer. Ok, l'autre truc que j'ai pas montré c'est la documentation. Je disais que tout ce qui est après triple slash c'est du .md, mais globalement qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez mettre vos petits messages, les coucou, les tiens ça fait ça. Pareil, vous pouvez directement avoir du code pour mettre tout qui s'est... Cet homme ne sait pas taper. Qu'est-ce que ça génère? Je vais l'avoir dans le truc, mais on va aller voir un peu de doc, parce que la doc dans Rust, elle est très cool. Et principalement, je dois l'avoir là. Globalement, dans votre workspace, dans votre target, vous avez un truc documentation. Il y a plein de trucs directement. Et si je veux voir ce qui m'a... C'est bien affiché. Cool. Par exemple, sur le Mexcopy, où moi j'ai mis des petits commentaires, il me remet directement tous mes commentaires, c'est directement bien mis, donc c'est du Markdown, vous pouvez utiliser tout ce que vous utilisez d'habitude. Ils ont fait le choix d'aller sur un truc qui était plutôt à la mode chez les développeurs. Et l'avantage, c'est que là j'utilise un i32, je peux cliquer dessus, j'ai directement le lien sur la doc officielle de tout ce que j'utilise. Pareil, si je prends Take Ownership, je passais une string, et du coup j'ai directement, dans ma doc, c'est lié vers toutes les autres documentations qui existent. Qui est plutôt sympa, surtout si on se fait un petit... Ah bah, il est là. Vous avez un site qui s'appelle docs.rs, qui est en lien avec un autre site qui gère toutes les... Alors, toutes les crates, c'est les librairies. Toutes les librairies publiques, elles sont au même endroit. Il y a un seul dépôt. Et docs.rs, il parse non-stop ces dépôts-là, et il récupère toutes les documentations, et tout est agrégé, du coup, sur docs.rs. Et du coup, pareil, là, j'en ai pris une au pif, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et pareil, dès qu'il y a des liens, bah, vous avez tous les liens vers toutes les autres docs. Alors là, c'est carrément Fluent, donc c'est autre chose. Mais voilà, vous avez tous les liens de toutes les librairies qui sont rassemblées au même endroit. Et du coup, si vous avez le même format partout, ça se relie plutôt bien. C'était tout pour la doc, c'est pas le bon. C'était là. Le linter. Rust Analyzer, du coup, j'en parlais, c'est le truc classique. Je suis retourné en arrière. Les macros, on va pas trop rentrer dedans, mais c'est pour écrire des trucs un peu plus fun et plus génériques.
Je l'ai mis, mais je pense que c'est pas forcément utile de rentrer dedans. Juste sur la dernière partie, à partir là le derive, vous avez juste quelques librairies qui sont assez connues et utilisées par quasiment tout le monde, notamment la CRD, qui amène du coup Serialize et Deserialize, qui sont des traits, donc c'est les interfaces. Il y a pas c'est pas orienté objet, mais vous avez juste des interfaces. L'avantage, c'est que sur n'importe quelle structure, dès que vous mettez ça, il s'occupe de générer tout le code de sérialisation et désérialisation, donc que ce soit JSON, XML ou autre, tout selon ce qui va être utilisé. C'est une librairie qui est assez ouf, qui est super bien écrite, donc c'est pas le même type de macro, c'est des proc macro. Mais ça veut dire que au niveau du C, vous avez directement l'équivalent du Jackson en Java et qui vous fait tout sans que vous ayez rien à faire. Vous mettez juste une petite ligne et style annotation, vous avez déjà tout généré. Qui est un sucre syntaxique assez sympa. Le code asynchrone, vous avez tout ce qui est async, await. Par contre, c'est des trucs qui bougent beaucoup. Les normes, elles changent un petit peu dans ce qu'ils font. Globalement, c'est pareil. Ce qui est le plus utilisé, c'est une librairie qui s'appelle Tokyo, qui fait ça très très bien. Il y a un truc un peu chelou, je suis pas trop rentré dedans, mais c'est le fait que vous pouvez choisir du runtime qui gère l'asynchrone. Vous pouvez avoir différents types d'asynchronisme qui sont gérés par des librairies différentes, et vous choisissez un peu qui fait quoi. Il y a plein de trucs un peu à tweaker, mais voilà. Ça change beaucoup, donc on n'entend pas trop dedans. On va parler des défauts principaux de Rust. Donc évidemment, on va commencer par le fait sur l'apprentissage. On a bien vu monsieur François Dubresse qui a abandonné parce que bon, il n'a pas lu la doc, mais il trouvait ça un peu trop long. Enfin, au début, pour faire quoi que ce soit, en fait, c'est un peu long. Il a raison. Hein. C'est vrai que si c'est pour faire une CLI, il va aller beaucoup plus vite en Python, en Java ou autre. Et c'est un des trucs, c'est qu'au début, ça va pas vite et c'est un peu long. Et on se prend pas mal de murs sur le borrow checker, sur le ownership, machin, parce que le borrow checker, c'est un peu différent. Ça force un peu à tout le temps penser sur un peu gestion mémoire et un peu la représentation. On est obligé d'aller voir plein de schémas sur comment ça marche au début pour pas être trop gêné. Et il y a plein de règles à droite à gauche. Donc on se prend pas mal de murs, mais ça permet que plus tard vous preniez pas d'énormes murs un peu cons aussi. Donc c'est dur au début, mais après c'est quand même vachement mieux. Donc c'est pas de l'orienté objet, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un reproche qu'on retrouve assez souvent à droite à gauche. Mais il y a des interfaces qui permettent de faire pas mal de trucs. Et vous n'avez pas d'héritage, ça évite pas mal de problèmes aussi. Normalement c'est un endroit où je dis que du mal de Rust, mais il y a quand même un truc cool. C'est chiant à prendre, par contre vous avez vraiment des bonnes ressources. Vous avez la doc officielle qui est très très bien faite, avec plein de bons exemples, avec des mini-projets à faire. Vous êtes vraiment accompagné, donc je conseille fortement parce qu'elle est très très bien. Mais pour ceux qui préfèrent directement coder, vous avez les exercices, qui sont les Rustlings. J'aurais même pu les montrer, mais j'ai pas pensé à préparer le truc. C'est pas juste une liste d'exercices, c'est un programme que vous lancez, qui est un watcher. Et en gros, vous avez un exercice par fichier qui vous file, et il va parcourir tous les fichiers, et dès qu'il y en a un qui est pas bon, il s'arrête. En fait, il vous file en gros la liste de tous les exercices, et l'ordre dans lequel vous devez les faire. Et dès que ça marche pas, il vous dit non, là ça marche pas, il y a tel truc qui compile pas, ou les tests passent pas. Et dès que c'est bon, ça passe. Si vous êtes bloqué, vous avez la commande hint pour récupérer des indices. Il vous file soit un peu d'aide sur comment les faire, soit directement des liens vers la doc. Et au pire, vous tapez sur internet le nom de l'exercice et vous trouvez la correction. Mais au début, c'est très con. Les premiers exercices sont vraiment très faciles. Par contre, plus tard, même en ayant mangé toute la doc du Rustbook, j'ai été obligé d'y retourner parce que c'est pas si facile. Il y a des trucs un peu chauds. Une autre ressource que j'utilise pas trop mais qui est vraiment cool, c'est le Rust by Example, où vous avez pour tout ce que vous pouvez faire, soit des switches, enfin des matchs du coup, des if, ou un peu de multithreading, vous avez plein d'exemples qui sont directement tout faits et plutôt bien foutus. Et enfin, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est une chaîne YouTube que j'ai déjà linkée plusieurs fois dans le channel tech, mais c'est celle de John Gienset, je sais pas comment ça se prononce, qui est un mec qui fait des vidéos ultra cool, genre il prend 1h30 où from scratch il va tout recoder d'une librairie ou de librairie standard, genre la façon de créer un vecteur mais avec les macros ou autres, pour apprendre les macros ou le lifetime ou autre, et il fait plein de choses. C'est aussi le mec qui a fait 14 heures de stream pour écrire TCP en entier, mais ça c'est autre chose en Rust. L'avantage c'est que c'est des trucs plutôt intermédiaires. Le but c'est de pas avoir des exemples Hello World à la con, mais d'avoir vraiment des vraies applications et vous voyez les vrais problèmes que vous rencontrez. Il fait tout dans NeoVim, mais il code très vite, et c'est super intéressant à regarder et à écouter. D'ailleurs, petite parenthèse, Monsieur John Gienset, aujourd'hui il passe sa thèse, il est au MIT, et il fait un truc sur les bases de données distribuées, avec un nouveau type de cache, c'est 90 000 lignes de Rust, fait sur quelques années,
Pourquoi j'évoque ça? Parce qu'on s'en fout de sa thèse, hein. J'ai regardé hier, c'était très sympa, mais j'ai pas tout compris. En vrai, c'est qu'il a 2 semaines avant, il a déjà signé pour aller bosser chez Amazon sur la partie AWS. Et son taf, ça va être de piloter l'adoption de Rust chez Amazon AWS. Ça va être du coup plutôt cool. Et on reviendra tout à l'heure justement sur les grands acteurs et leur implication dans Rust. L'écosystème est assez jeune. Enfin, c'est toujours relativement, hein, mais ça fait 4-5 ans. Mais ça reste assez jeune, et du coup, vous avez pas mal de librairies, pas mal utilisées, mais il n'y a pas grand monde qui les maintient. Il y a du monde qui les maintient, mais par rapport à des libs Java ou C++, vous n'avez pas forcément beaucoup de monde. Et c'est une communauté qui est cool, mais où il n'y a pas grand monde. Comparé à Java, Python ou autre, bah, vous n'allez pas trouver autant de gens pour vous aider. Même si ça se fait très bien, et où ça monte énormément. Mais on va en dessus tout à l'heure. Au début, je dis que ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas de runtime, mais ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de runtime. Ça veut dire que vous n'avez pas de réflexion comme en Java pour inspecter votre code à la volée, et ça veut dire que le debugging est quand même vachement moins sympa aussi. La compilation est un peu longue, mais globalement ça va de mieux en mieux. C'est surtout la première compilation qui est longue, après vous avez la compilation incrémentale, donc ça c'est plutôt bien. Quand vous récupérez une librairie, elle n'est pas précompilée. Vous êtes obligé de la recompiler à la main. Ça en lien avec ce qu'on a vu sur les génériques, en fait, si vous utilisez des trucs, il est obligé d'inspecter tout ce que vous faites et de tout rebuilder. Il y a apparemment d'autres raisons, mais j'ai jamais su trop comprendre pourquoi. Windows, c'est complètement supporté pour la STD. Par contre, vous avez plein de librairies faites par les gens qui vont pas forcément être supportées. On a vu le cas avec OpenSSL, du coup, une librairie qui utilisait une librairie OpenSSL qui marchait bien sous Linux, mais qui n'était pas dispo sous Windows. Globalement, ça se passe bien, mais vous avez quelques librairies qui vont pouvoir déconner. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour Rust? Est-ce qu'il faut s'investir dessus? Dans les trucs un peu cool, tout le signe positif sur Rust, c'est quoi? Vous avez tous vu les sondages Stack Overflow chaque année, et depuis 4-5 ans, chaque année, c'est Rust qui gagne le concours de le langage le plus aimé par les développeurs. Moi, j'avoue qu'en faisant la doc, c'est le premier langage où plus je lis de la doc, plus je trouve ça cool, et où c'est le seul langage qui a un peu de sens pour moi, et du coup, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien pensé. Moi, je trouve ça ultra cool d'en faire, et c'est là où c'est assez reconnu que c'est plutôt cool à faire. Et il y a aussi surtout l'implication des grosses boîtes. Vous avez beaucoup de choses, genre la fondation Mozilla évidemment, vous avez Dropbox, Cloudflare qui s'en mis beaucoup. Cloudflare, si vous allez voir leur Twitter développeur, il y a des icônes Rust un peu partout. Ils sont à fond. Microsoft qui commence alors Microsoft c'est un peu particulier, ils étaient en train de faire leur propre langage pour justement éviter tout ce qui est problème de gestion mémoire, et en faisant du Rust, ils ont décidé d'abandonner et de se mettre que à Rust, donc ils ont abandonné leur langage à eux, et finalement ils vont faire du Rust. Donc ce sera plus pour des endroits un peu critiques de leur code, pour remplacer des trucs par du Rust. Google, je sais plus ce qu'ils font, Amazon non plus. Il y aura AWS, mais c'est pas encore. Après, vous avez d'autres trucs style Discord, on en parlait, parce qu'il y avait du code un peu critique qui était en Go, où vous avez des problèmes de pause de garbage collector, et où ils ont remplacé ça par du Rust pour avoir moins de problèmes de mémoire. Vous avez tout un article qu'on avait partagé au Tech Friday, que je peux vous repartager, qui était vraiment cool et intéressant sur comment ils avaient fait ça, et surtout la différence de perf, qui était assez ouf. Rust, là où ça peut arriver plutôt calmement, c'est que justement, on peut remplacer des bouts de code un peu critiques par du Rust, que ce soit des bouts de code Java, Go, C++, et le mettre un petit peu à droite à gauche. Il y a de plus en plus de boîtes, style justement Microsoft, Amazon, autres, qui ont des gens qui taffent directement sur le langage lui-même, et qui investissent du temps sur le faire évoluer, et sur les librairies les plus utilisées. Le mec dont je parlais tout à l'heure, qui va rejoindre Amazon AWS, là, il fait aussi partie des contributeurs du langage Rust sur la STD, et de librairies genre Tokyo, qui sont les plus utilisées. Et vous avez quand même pas mal de conférences. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant, mais normalement, il y a à peu près une dizaine de conférences annuelles qui existent, et des petites conférences à droite à gauche. Là, du coup, c'est un peu moins bien cette année, forcément, pour des raisons évidentes de Covid. Mais globalement, il y a quand même plein de trucs. Donc si on fait un résumé de ce qu'on a vu, pour ceux qui dorment, et que j'ai assommé, puisqu'on va arriver à la fin. D'ailleurs, normalement, si je clique, il n'y a plus de slide. Le but de Rust, c'était quoi? C'était d'avoir un truc efficace. On n'a pas de problème sur la gestion mémoire, mais en même temps, on n'a pas besoin de la faire nous-mêmes. Donc c'est pas chiant, ça se fait bien. Vous pouvez faire du multithreading et pas avoir peur. C'est des trucs que je retrouve à droite à gauche, sur des commentaires
des articles de gens qui font du C++ qui disent bah ouais, Rust c'est chiant à compiler, par contre bah, j'ai moins de problèmes derrière, et plutôt que de me faire chier à trouver d'où vient mon problème de mémoire, c'est quand même plus cool. Un truc dont j'ai pas parlé, il y a un site qui s'appelle This Week in Rust, où chaque semaine ils vous font un agglomérat de plein d'articles sur Rust, qui est assez cool à lire. Voilà. Dans les problèmes qu'on a vus, c'est effectivement l'apprentissage, ce qui veut dire que pour nous, pour notre métier, c'est cool pour faire des projets perso. Par contre, chez les clients, bah, c'est compliqué à vendre. Vous allez sans doute pas pouvoir dire faut qu'on refasse tout en Rust. Déjà parce qu'il faut avoir des besoins de perf un peu critiques. Et en plus, bah, faire monter des gens en compétences sur Rust, c'est compliqué. Surtout si c'est à 4-5 personnes qu'on n'a jamais fait, pour les mettre ça en prod, c'est un peu se tirer une balle dans la jambe. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs à faire, et je pense que ça va donner à fond, et que c'est une bonne idée de s'investir dans Rust. Mais pour le moment, ça reste assez chaud. Enfin, c'est chaud de se mettre dedans, notamment parce qu'on est obligé de lire la doc. Voilà, j'ai couvert pas mal de trucs. Il manque plein de choses. Il y a plein de trucs syntaxiques que je trouve super cool. L'utilisation de tuples ou autres que j'ai pas présenté. Mais il y a beaucoup trop de choses à présenter. Je voulais aller un peu tech et un peu général. Et en fait, il y a trop de trucs, donc j'ai fait un mélange des deux. Du coup, je sais pas si vous avez des questions. Je suis désolé pour les gens à distance. Je vais commencer par les gens ici, parce que j'aurais besoin de vous mute. Est-ce que ici, vous avez des questions que je vous répéterai? Yes. Tout à l'heure, tu parlais du runtime et du debug, et ça m'intéressait. Tu disais que c'était compliqué de faire du debug de tes programmes. Yes. Enfin, les développeurs Java, même JS, on est vachement habitués à faire du debug. Comment tu fais du coup pour pallier à ça? Ouais, ok. Pour les gens en distance, du coup, la question c'est, je parlais du fait que il y ait pas de, enfin, le debug runtime est un peu plus compliqué. La question c'était comment est-ce que on pallie à ça, et est-ce qu'on a des outils, est-ce qu'on peut pallier au fait qu'il n'y ait pas un vrai bon debugging, dans la mesure où les développeurs Java, JS sont quand même pas mal habitués. Pour le moment, j'avoue que c'est pas fou. C'est un problème qu'on a eu justement quand on faisait du Maxbot ou autre. En fait, si tu peux quand même faire le debug, genre tu as les outils utilisés déjà pour C++ qui fonctionnent, parce que c'est basé sur LLVM, GDB notamment qui permet de faire le debug. Par contre, c'est plus le côté instrumentalisation du runtime qu'on n'a pas. Donc par exemple, se dire tiens, où on est la conso mémoire, ce genre de choses, les métriques que tu peux pas avoir en fait. Donc c'est pas forcément plus sur la partie debug, mais je dirais sur la partie métrique en fait du runtime que tu n'as pas. Ok, on peut faire du pas à pas avec évaluation des variables au fur et à mesure quand même. Ouais, alors ouais, c'est un peu plus récent. Alors pardon, je répète pour les gens en distance. Dans le debugging, il y a quand même du pas à pas avec des breakpoints ou autres, mais c'est pas, vous le retrouverez pas partout. C'est-à-dire que le Rust Analyzer, il n'est pas capable de le faire partout. Genre si vous prenez juste le Rust Analyzer et le RLS de Visual Code, je crois que par défaut, vous pouvez pas faire de pas à pas ou autre. Vous avez besoin d'outils à côté, mais qui existent, puisque, comme disait Jérémy, c'est les mêmes outils, et comme ce qu'on disait avant, c'est les mêmes outils qu'en C et C++, donc vous avez le debugging. C'est juste le tooling qui est pas encore tout à fait à jour sur tous les environnements dev que vous pouvez avoir. Et ce que rajoutait Jérémy, c'est aussi que par contre, on n'a pas, comme par exemple sur Visual Studio de C++, tout ce qui est métrique sur la conso mémoire et autres. Donc là-dessus, pour le moment, on n'est pas... Le tooling n'est pas de ouf, mais il y a des trucs. Vous pouvez quand même faire un peu de debugging pas à pas. Ok, merci. Et du coup, si c'est OK, hop. Est-ce que à distance, je vais me mute, est-ce que à distance vous avez une question? On n'entend pas les gens, j'ai l'impression. Ah. Ils sont tous en mute. Il y a Audrey, il essaie de parler, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, Audrey. Audrey, t'as l'air d'essayer de parler, mais j'ai plus ton son. Ok, je confirme qu'Audrey essaie de parler, qu'on n'a plus du tout le son. Que se passe-t-il là? Écris sur un papier, mets dans ta caméra. Ou utilise le chat. Ouais, vas-y, mets dans le chat au pire. C'est trop technique ça. T'as 2 doigts de réinventer le chat. Yes. Si ça plante, c'est l'écran bleu? Non. Ah, les opérations unsafe. Okay. Ah oui, midi 42. Ah ouais, du coup, pardon, je les ai pas. Je sais pas. C'est l'écran bleu. Non, alors un écran bleu, faut faire planter les drivers Windows.
C'est un peu compliqué, enfin ça se fait bien, mais c'est un peu compliqué. Non. Les opérations unsafe, normalement, ça va être bound check après, donc il va te dire si oui ou non. Enfin, tu peux pourrir des trucs, comme en C++, mais à part des erreurs mémoire et des trucs que tu n'auras pas le droit de faire, faire un blue screen, faut quand même y aller. Et en général, c'est juste pour taper sur un endroit de mémoire particulier, donc je me suis pas mute. C'est juste pour taper sur un endroit de mémoire particulier, donc tu as quand même peu de chances de faire planter un PC. Tu vas peut-être faire planter un ou deux programmes si vraiment tu essaies de taper n'importe où, tu vois. Mais Windows, si tu essaies d'écrire sur un espace mémoire, oui, il t'insulte trop fort. Tout à fait. Il t'insulte très fort. Mais là, normalement, j'ai pas essayé de taper au hasard sur la mémoire. C'est des trucs à pas faire. Mais oui, tu vas te taper une erreur de runtime. Et par contre, il y a un truc qui s'est cassé la gueule derrière moi, mais tout va bien. Non, tu vas te faire insulter. Et c'est juste peut-être que ton programme va planter et tu auras la stack d'erreur. Mais it's ok. Bon, je sais pas pourquoi j'ai plus votre son. C'est peut-être lié au truc qui saute à droite à gauche. Est-ce que vous avez d'autres questions à distance, du coup par écrit, Monsieur Leger, je sais pas si vous lisez, je vais répéter à haute. Est-ce que tu as des exemples d'injection de code Rust que tu verrais chez un client? Parce que tu dis on peut pas tout refaire en Rust. Le code que tu verrais chez un client, parce que comme tu dis on peut pas tout refaire en Rust. On peut pas tout refaire en Rust, oui. Ah oui, ok. Prendre juste un petit bout et le remplacer par du Rust. Chez des clients comme on a, je vois pas spécialement, parce qu'il faut vraiment avoir un problème sur la gestion mémoire, enfin besoin d'une optime de ouf. Avoir peut-être si on va chez Parion Sport pour la FDJ, où là effectivement ils ont plein de trucs sur la parallélisation du multithreading. Par contre ça veut dire avoir une archi quand même pas trop dégueu, puisqu'il faut pouvoir extraire un module quoi, quasiment, où tu as une entrée et tu récupères une sortie, donc une espèce de boîte noire point de vue de l'appli, où tout dedans serait fait en Rust. Donc c'est jouable. Mais après, là comme ça, j'aurais pas spécialement d'exemple chez les clients. C'est surtout pas mal de tooling en général aussi. On avait avec Audrey une hypothèse justement quand on faisait le POC Coperle. Parce que la Linux avait un fort besoin de monter en charge, mais yes. le rapide tenait pas. Donc on s'était dit potentiellement c'était. Il y a effectivement Jérémy qui ramène aussi le bon point de Audrey et Jérémy justement, qui avait eu un point avec la Coperle sur des besoins de perf. Et où effectivement ça avait été envisagé. Mais du coup là c'était pour tout refaire en Rust. Là on parlait de juste extraire un petit bout et mettre du Rust à la place. Ouais, quand tu regardes chez Rocher, avec tous les services question ils font ni plus ni moins que prendre une donnée en base, la rebalancer. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen juste d'implémenter un service complètement en Rust et après il tourne en conteneur et puis c'est fini. Si. Du coup la question la remarque, question d'Alexis Tresso, pas moi évidemment. C'était, par exemple, chez Rocher, il y a aussi beaucoup de petits trucs qui prennent une donnée en base et prennent une donnée et c'était quoi En gros, le principe des services chez Rocher, c'est tu vas chercher une donnée en base, tu la rebalances. Ah oui, c'était tu récupères une donnée en base et tu la rebalances. Est-ce que ça pourrait pas être implémenté en Rust? Si. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a quelques trucs sur les bases de données. Alors, le problème c'est que c'est un truc un peu open source Rust. Du coup, il y a rien sur Oracle, mais sur les autres types, il y a les drivers ou autres. Par contre, sur les drivers propriétaires style Oracle, sauf erreur, pour le moment, il n'y en a pas encore. Par contre, pour faire du Postgre ou autre, ça roulotte. Mais oui, il y aurait complètement moyen d'avoir juste un petit bout. Ça, c'est des trucs qui sont faits, où tu t'implémentes juste un petit bout, tu le mets sur un conteneur ou autre, et après, ça tourne non-stop sans problème. Il y a des librairies pour exposer des web services, justement, du reste. Oui. Alors ça aussi, c'est un peu pas un sujet à débat, mais il y a pas mal de grosses librairies qui se battent et qui montent en compétences, qui montent au fur et à mesure. Il y a par exemple Rocket qu'on a utilisé que Jérémy a mis en place pour le Maxbot pour exposer des API REST, où c'est pareil, du coup t'as une macro, c'est juste le dièse, post, machin quoi. Par contre, c'est un peu une usine à gaz, ça fait aussi beaucoup de choses. Rocket, leur but c'est plus d'être une sorte de nouveau Spring Web, tu vois, où tu récupères tout, machin. Mais ça marche très bien et ça se met en place très vite. Vous avez aussi Actix qui fait ça un peu plus léger et un peu moins verbeux. Mais en gros, il y a pas mal de librairies qui font ça pour exposer du web. Pour faire des appels REST, par contre, si c'est faire que des appels REST, il y a aussi des librairies vachement plus légères pour faire ça.
Je sais que François avait essayé de faire des appels REST avec Rocket, et là forcément c'était un peu usine à gaz, et il fallait compiler toute la terre. Mais vous avez des petites librairies faites juste pour ça, genre Surf ou autre, qui font ça très bien. Donc c'est pas spécialisé web, mais il y a plein de petites librairies à droite à gauche qui font ça très très bien. Question de Tristan qui nous dit... Attends, c'est une question, ouais. C'est bien l'outil niveau librairie, genre communication avec une BDD, MySQL Elastic, message broker, style Rabbit. BDD, en fait, j'ai dû répondre un petit peu tout à l'heure. Il y a l'outillage, il y a les drivers. Alors, j'ai pas beaucoup testé. Je sais juste que les drivers propriétaires, c'est... Ouais, Oracle aussi, ça existe en fait en driver. Du coup, Jérémy me dit que pour les drivers Oracle, apparemment, ça existe. Donc, plutôt cool. Alors, Elastic, oui. Moi, je commence à jouer avec, mais il y a effectivement moyen... Après, en même temps... Elastic, c'est taper dessus avec des appels HTTP, mais du coup, il y a déjà des librairies Rust pour taper sur du Elastic avec un niveau d'API, un niveau d'abstraction. Pour les messages broker aussi. Alors, il y a des trucs avec Kafka, mais j'ai pas testé. Et je sais que Rabbit, ouais, par contre, ça se fait très bien aussi pour Rabbit. Il y a des messages broker et tout. Il y a pas mal de choses qui existent. D'ailleurs, c'est un semi-point négatif. C'est quand vous voulez implémenter des petits trucs sur Rust. Il y a toujours des gens bien plus brillants que vous qui ont déjà fait les trucs très bien et vous êtes un peu emmerdés parce que vous pouvez pas faire mieux. Non, mais il y a des trucs qui sont vraiment ultra bien foutus et du coup, mais ouais, ça du coup on a Rabbit et tout. Il y a par exemple moyen de, pour reprendre l'exemple proché, d'avoir un truc un service REST qui récupère de la donnée qu'on désérialise avec CRD et qu'on balance dans un broker comme on faisait. Puis il y avoir des petits trucs comme ça à droite à gauche, des petits microservices à faire. L'avantage c'est que ça prend pas trop de mémoire. Question de Mathieu. Il existe des brokers clés en main codés en Rust sur le marché? Des Des brokers type RabbitMQ, ActiveMQ, etc. clés en main, écrits en Rust sur le marché? La question c'est, est-ce qu'il existe des brokers écrits en Rust complètement prêts, clés en main à utiliser La réponse, je crois que c'est non. Je crois pas qu'il y ait de brokers faits en Rust. Ou alors pas connu et pas industrialisé en fait. Pas industrialisé. Là, faut y aller. Mais il y a moyen de faire des brokers en Rust évidemment, mais je crois pas qu'il y en ait d'industrialisé. C'est un truc qui viendra aussi. Il n'y a pas un Spring, il n'y a pas de truc ou autre en Rust encore. Si, il y en a en fait. Alors après, d'ailleurs. Un broker Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un broker qui pourrait intéresser Erwan. Il y en a un MQTT. Ah oui. Il est écrit en pure Rust. Ouais, mais c'est. Ouais. C'est du broker aussi. Mais là, j'ai juste regardé un. Sur les brokers, du coup, Erwan, il y a des implémentations pour du MQTT aussi, on disait. Oui, mais moi je pensais plus à un Kafka ou un RabbitMQ entier, tu vois. Genre tout le truc avec l'IHM et tout. Là, il n'y a pas un truc. Ouais. Niveau solution d'entreprise, il n'y a pas un géant à la Red Hat qui pompe des trucs de ouf. Voilà. Pas encore, mais. Enfin, après, Red Hat, ouais, bon. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Déjà, il y a du coup Noria, j'en parlais vite fait, nouveau système de base de données avec du caching ultra performant, mais c'est la thèse d'aujourd'hui de Monsieur Jean, John Genset qui fait ça, et pour l'avoir regardé, c'est ultra impressionnant. Il y a des trucs de ouf à faire. Mais il y a plein de choses qui sont lancées, il y a plein de trucs cool. J'en ai pas parlé, mais il y a pas mal de petits outillages, genre de CLI qu'on peut faire. Je pense que tout le monde a utilisé grep, tout le monde voit ce que c'est grep. Il y a en Rust, il y a RIP grep, donc littéralement rest in peace grep, pour un grep mais en bien plus rapide, qui est assez cool. Et après il y a plein de petits outils à droite à gauche qui sont assez cool. Est-ce qu'on a d'autres questions, mesdames et messieurs? À l'intérieur, c'est non. À l'extérieur, c'est non. Très bien. Et j'ai une remarque à faire, mais d'abord il y a Jérémy, vas-y Jérémy. Non, quand tu parlais justement des librairies HTTP, pour faire serveur HTTP, on parlait de Rocket et Actix. Juste Actix, c'est la librairie la plus rapide de tout langage confondu en fait, pour faire un serveur HTTP. Ok. C'est vraiment la plus rapide. Donc en fait, c'est celle qui peut engranger le maximum de requêtes à la seconde. Il y a Jérémy qui parle de perf. Je vous renvoie juste ce qu'il a dit. C'est en train de papoter, mais pour ceux à distance. Tout à l'heure, je parlais des différents types de services web. On avait Rocket et Actix. Actix a été benchmarké avec plein d'autres trucs et c'est actuellement la librairie la plus rapide, tout langage confondu, pour faire un service web. C'est celle qui engrange le plus de requêtes en parallèle et du coup le plus vite, qui en traite énormément. C'est plutôt cool. Et j'ai une autre remarque. Ouais, pour ceux qui veulent commencer à faire du Rust,
L'un des problèmes qu'on a, c'est justement le côté un peu suroptimisation, parce que vous pouvez gérer tout, genre sur la mémoire de la heap, la stack, machin, et il faut bien filer des références plutôt que tout. Au début, vous pouvez ne pas vous faire chier, vous pouvez juste complètement copier-coller toutes vos données, les dupliquer. Parce que le cacher, au début, les premiers programmes qu'on fait, en général, c'est un peu claqué, il n'y a rien de ouf, vous n'avez pas besoin de perf incroyables. Donc faites pas du sur-engineering, essayez pas de tout suroptimiser dès le premier coup. C'est comme quand on est petit, d'abord on apprend à marcher, après on apprend à courir vite. Rust c'est pareil, il faut apprendre à faire des programmes qui marchent, et après on fera des programmes qui courent vite. Mais déjà, voilà, faites des trucs à la cool, vous prenez pas la tête, et de toute façon, c'est comme niveau du C, donc ça ira déjà très vite. Faites du Rust ou je vous défonce. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Et merci de votre attention à tous, ça doit faire à peu près 1 heure, 55 minutes.